Il va nous parler de ses travaux en optimisation combinatoire pour l'apprentissage automatique. Salut Petro. Ouais. Ouais. Donc, Laurent était dans le crime avant et il s'est rendu compte que le crime ne payait pas. Donc, il avait une carrière de recherche au Centre de recherche informatique de Montréal, le crime. Nous sommes très contents de l'avoir et il fait des recherches super intéressantes. Et il fait partie de ceux qui cherchent encore à garder l'intelligence artificielle comme une science. Donc, moi, je vais malheureusement devoir m'absenter parce que j'ai une autre réunion en bas sur le tech. La parole à mon ami. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Donc, je vais vous présenter mes travaux sur l'apprentissage automatique avec une approche d'optimisation combinatoire. Alors, je vais commencer par le contexte. Dans le contexte dans lequel je me place, c'est on a une boîte noire, donc un système, c'est pas n'importe quoi, et on ne sait pas comment ça marche. Ce qu'on sait de la boîte noire, ça va être au travers d'observations, c'est-à-dire on a eu des observations et qu'est-ce qu'on a eu en sortie. Et ce qu'on aimerait faire, c'est créer des algorithmes d'inférence pour arriver à inférer un modèle, de telle sorte que le modèle soit le plus possible équivalent à notre boîte noire. Et dans cette présentation, on va s'intéresser au problème de trouver le meilleur des modèles. Et donc, on doit définir c'est quoi le meilleur des modèles et comment est-ce qu'on peut faire pour définir ce modèle pour pouvoir par la suite le trouver. Alors, l'idée qu'on va exploiter, c'est d'utiliser le principe de parcimonie, aussi connu sous le nom de rasoir d'Occam. Ce principe nous dit que les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Ça peut être parmi les théories concurrentes, on va préférer celle qui utilise le moins d'hypothèses. Une formulation plus récente, ce serait l'explication la plus simple d'un phénomène a plus de chances d'être exacte qu'une explication plus compliquée. Donc en fait, on veut juste garder les choses le plus simple possible. Alors, ce principe de parcimonie, en fait, on l'utilise pour beaucoup de sciences et dans la vie de tous les jours de manière inconsciente. Alors, j'aime bien cet exemple. C'est si je vous montre cette image et je vous demande ce qui se cache derrière l'arbre, instinctivement, on va se dire c'est juste un chien rouge qui se cache derrière. En fait, il existe une infinité de solutions qui va être consistante avec cette observation, et ici, on a 3. Donc, la première solution, c'est effectivement juste un chien seul. Ça pourrait être aussi 2 chiens qui sont de telle sorte qu'on croit qu'il n'y en ait qu'un seul. Ou ça peut être un chien volant avec Père Noël sur son dos. Donc, ces 3 explications sont consistantes avec les observations, mais évidemment, naturellement, on va se pencher sur l'explication la plus simple, puisque ça va être celle qui va être probablement la plus de chances d'être. Alors, si on utilise ce principe à l'apprentissage automatique, on va vouloir choisir parmi l'ensemble des modèles consistants avec les observations, le modèle le plus simple. Là, on doit définir quelque chose. Alors, premièrement, l'ensemble des modèles, il va falloir avoir un a priori sur le modèle qu'on va utiliser, quel type de modèle on veut pour représenter notre boîte noire. Le second point, ça va être la notion de simplicité. Il faut définir c'est quoi un modèle simple. Ce qui est souvent fait, c'est utiliser la taille du modèle comme critère de simplicité. Donc, on va vouloir essayer de trouver un modèle le plus possible. Au niveau de la consistance, là aussi, dans le cas de c'est moins évident de définir la consistance par rapport à un modèle. Dans cette présentation, on va supposer que notre modèle est déterministe, ça va simplifier les choses. On peut aussi définir ce principe de parcimonie de manière un peu plus formelle, c'est de donner une intuition mathématique derrière. Donc, si S, c'est les observations et M, c'est un modèle, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver un modèle qui va maximiser ça, donc qui maximise la probabilité que le modèle soit vrai, étant donné les observations. Et on peut utiliser le théorème de Bayes, qui dit que ça, c'est égal à la probabilité a priori du modèle, la probabilité des observations étant donné le modèle, divisé par la probabilité de S. Pour la probabilité a priori, on peut utiliser la théorie de l'information et nous dire que ça, c'est en gros 1 sur 2 la puissance du modèle. Donc, plus le modèle est gros, moins il a de chance. La probabilité de S sachant M, ça va être la probabilité d'observer les entrées, fois la probabilité qu'effectivement E va être autoconnu dans le modèle. Et P de S, ça ne change pas quelque chose de modèle, donc on peut l'ignorer. Donc si on veut minimiser ce truc-là, dans le cas déterministe,
On veut avoir un modèle qui est consistant avec une observation pour que le produit ici ne soit pas égal à 0. Et parmi l'ensemble de tous ces modèles, on va vouloir sélectionner le plus petit. Une manière de pouvoir essayer de justifier le principe de partenariat. Donc le problème, c'est que souvent, dans la plupart des cas, résoudre ce problème-là, donc trouver le modèle le plus petit parmi un ensemble de modèles, ça va être un problème qui est difficile. Donc dans cette présentation, on va voir comment faire pour résoudre ce problème-là. Donc pour résoudre ce problème, en fait, il y a deux approches générales. La première approche, c'est d'utiliser des heuristiques. C'est celle qui est utilisée majoritairement de nos jours, qui a effectivement l'avantage de pouvoir fonctionner avec des gros volumes de données. Et avec le big data et tout ça, il y a beaucoup de recherches qui est effectuées là-dessus pour avoir des algorithmes performants qui marchent avec des gros volumes de données. Par contre, ces approches ont un inconvénient, c'est qu'en fait, ils vont nécessiter également des gros jeux de données pour inférer des modèles de qualité. Si on n'a pas suffisamment de données, ces heuristiques vont donner des modèles qui ne sont pas suffisamment précis. Et c'est là où les approches exactes peuvent venir en complément, puisque donc effectivement, elles sont plus coûteuses, donc le passage à l'échelle est compliqué. Mais si on n'a pas beaucoup de données, moins de données, elles vont pouvoir inférer des modèles de qualité à partir de moins de données. Donc, à venir en complément aux approches heuristiques. Et donc, dans cette présentation, on va s'intéresser aux approches exactes. Donc, le plan est le suivant. Donc, on va s'intéresser à donc, le deuxième, en fait, je vais pas avoir le temps de le présenter, donc je vais juste vous présenter la conclusion de ce qu'on peut faire dans le cadre des arbres de décision. On va surtout s'intéresser à ces deux parties-là. Donc, la première partie, c'est l'inférence d'automates finis déterministes. Donc, c'est pour inférer des comportements. L'inférence d'arbre de décision, c'est pour pouvoir inférer des classifieurs. Et la factorisation de matrices booléennes. Donc, faire pas mal de trucs avec ça. Un des exemples, c'est pour pouvoir faire des systèmes de recommandation. On va commencer avec les systèmes, avec les automates finis déterministes pour inférer des comportements. Donc ça, c'est la définition formelle des automates. Donc, je vais vous expliquer ça avec un exemple après. Donc, rapidement, d'un point de vue formel, un automate, ça va être un... Je vais faire ça directement avec l'exemple, ce sera plus rapide. Un automate, c'est un graphe. Il y a un état initial, un état final qui est représenté par le double trait. Et sur chaque arête, on a des actions possibles. Donc, un chemin à partir de l'état initial vers l'état final, ça représente une séquence d'actions qui est admissible par notre système. Donc ici, on représente le protocole de communication. Et tous les chemins, toutes les exécutions qui sont représentées par des chemins sont validées par le protocole de communication. On va appeler S+, les données des exemples acceptants. Donc, c'est des traces acceptantes qui font partie de notre protocole de communication. Et S-, ça va être des séquences qui ne sont pas acceptées, donc qui ne font pas partie du protocole de communication. Donc, un exemple, ici, on a A requête, B accepte. Effectivement, c'est accepté, puisque si je prenne cet arc-là, il est bien accepté. Et un exemple pas accepté, ça serait A requête, B veto, A justify. Donc, ça, c'est pas accepté, puisque je fais A requête, B veto, et à partir d'une Q3, je ne peux pas faire de justify. OK. Donc, évidemment, ici, le but du jeu, ça va être juste à partir du jeu de données d'apprentissage, à partir de ceci, d'arriver à retrouver un automate qui va être consistant avec ça. Donc ici, il y a deux approches. L'approche heuristique, qui est la plus connue de la littérature, donc je vais vous la représenter rapidement, ça s'appelle RPNI. L'idée, c'est, on va commencer par représenter notre jeu d'apprentissage sous forme d'un arbre. Ici, on a notre trace A requête, B accept, qui est acceptante, et A requête, B veto, A justify, qui n'est pas acceptante. Donc, on représente tout le monde. Et l'idée de l'algorithme, c'est de dire, je vais essayer de fusionner tous les nœuds, en commençant avec les nœuds les plus proches de la racine. Si après la fusion, mon ensemble d'apprentissage est toujours consistant avec mon automate, je garde la fusion. Si ce n'est pas le cas, je ne fais pas la fusion. Donc, je commence avec les deux nœuds les plus proches de la racine. Je peux les fusionner, donc je garde. Avec ces nœuds-là, ça marche aussi. Ces deux nœuds-là, ça ne va pas marcher parce que à partir de cet état-là, quand je fais un A requête, je vais vers un état acceptant, alors qu'à partir de celui-là, après un A requête, je vais d'un état qui n'est pas acceptant, donc je ne peux pas faire la fusion, je ne vais pas être consistant avec mon jeu de données. Donc je ne la fais pas et je continue comme ça jusqu'à ce que je ne puisse plus faire de fusion. Et là, j'ai fini. Donc ça, c'est l'algorithme RPNI qui est une heuristique. Donc, ça ne garantit pas que l'automate à la fin va être le plus petit possible.
Donc, ces caractéristiques, par contre, c'est que c'est efficace, ça se fait en temps polynomial. Et donc, ici, j'ai fait une expérimentation où j'essaie d'inférer un DFA qui a 5 états. Donc, j'ai un automate avec 5 états. Je l'utilise pour générer des traces. Et je donne ces traces à RPNI pour voir combien de temps il met pour essayer d'inférer un automate. Et on voit qu'effectivement, ça exécute plutôt rapidement. Et une propriété quand même intéressante de cet algorithme, c'est qu'il y a garanti l'identification à la limite. Donc ça veut dire que si on lui donne suffisamment de traces, il peut nous garantir qu'il va, au bout d'un moment, arriver à inférer le bon automate. Et ici, on peut effectivement s'en apercevoir. Si je lui donne suffisamment de traces, donc ici, il lui en faut environ 10 000, il a été capable, à 100% des fois, d'identifier le bon automate. Et on voit ici le problème, c'est que pour un automate avec seulement 5 états, donc relativement petit, il lui faut quand même 10 000 traces. Donc c'est relativement beaucoup pour des petits automates, évidemment, plus on a de nœuds et plus il faut de traces. La seconde approche, c'est d'utiliser une approche exacte. Biermann et Feldman ont donné une formulation CSP qui consiste à dire on va essayer de partitionner nos nœuds en un minimum de partitions, tel que on puisse fusionner tous les nœuds d'une partition pour obtenir un automate qui est toujours consistant. Et récemment, en 2013, on a Hull et Verview qui ont proposé une formulation SAT pour résoudre ce problème-là efficacement. Donc maintenant, si on veut résoudre ça, ce qu'on fait, c'est on va écrire des contraintes. On dit que si on a un nœud acceptant et un nœud qui n'est pas acceptant, ils ne peuvent pas être dans la même partition. Et donc on dit Q2 ne peut pas être dans la même partition que Q7. Et il faut enlever les propagations, donc dire par exemple ici, si Q0 et Q4 sont dans la même partition, dans ce cas-là, après un A requête, Q0 va dans Q1, et Q3 à partir d'un A requête, il va vers Q7. Donc si Q0 et Q4 sont dans la même partition, ça implique que Q1 et Q7 vont être dans la même partition. Et toutes ces règles de propagation, je donne ça à un solver, et il me donne la solution. Donc ici, avec deux partitions, on arrive à résoudre le problème. Alors voici ce qu'on obtient. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, on a besoin de beaucoup moins de traces pour arriver à inférer l'automate qui a permis de générer les traces. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec juste quelques centaines de traces, on arrive à l'identifier, alors qu'avec RPNI, il nous fallait 10 000 traces. Par contre, le point négatif, c'est au niveau du temps d'exécution. C'est plus lent, et surtout, si on augmente le nombre de traces, on croît de manière exponentielle avec le nombre de traces. Pour résoudre ce problème ça, c'est une mauvaise nouvelle de dire que plus on me donne de traces et plus je vais devoir utiliser du temps. Donc, il y a quelques années, donc, on a eu une publication avec Alexandre Petrenko sur ce problème et on a proposé, donc je raconte rapidement l'approche, une approche itérative. L'idée, c'est de se dire, je ne vais pas considérer l'ensemble des traces, je vais plutôt considérer un ensemble plus petit, donc S', au début il est vide. J'utilise la formulation existante de la littérature pour écrire ça dans une formule SAT. J'utilise un solver SAT pour inférer un modèle et je vérifie si mon modèle est consistant avec mon jeu d'apprentissage. Si ce n'est pas le cas, je prends un contre-exemple et je le rajoute dans mon S' et je le tourne en boucle. En pratique, on peut faire un petit peu mieux que ça. On peut directement, plutôt que de rajouter une trace qui peut être relativement longue, chercher dans la trace ce qu'il faut pour pouvoir trouver un autre modèle, pour pouvoir faire les choses encore de manière plus optimale. Et en faisant ça, ça marche plutôt bien. On voit que si on a suffisamment de traces, après, au bout d'un moment, le temps, en fonction du nombre de traces qu'on lui donne, on monte relativement doucement. Et on est même plus rapide que le récit. Évidemment, la performance, ça reste le même que tout à l'heure, puisqu'on résout le même problème. Par contre, si on n'a vraiment pas beaucoup de traces, là, on n'arrive pas à trouver une solution en temps raisonnable. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce que ces exemples-là correspondent en même temps aux exemples où, dans tous les cas, on n'a pas à garantir qu'on va trouver le modèle optimal. Donc, c'est quand même un résultat encourageant. Alors, ce que j'aimerais vous présenter, c'est, on va le faire pour la suite, et de s'intéresser à un problème un peu plus compliqué, où cette fois-ci, on va se dire, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de jeu d'apprentissage négatif? Je n'ai que des exemples positifs qui font partie de mon protocole, mais je n'ai pas d'exemple négatif. Et la question, c'est est-ce que je peux toujours utiliser cette approche? Est-ce que ça va marcher? Donc, le problème, c'est en entrée, on a des exemples positifs et on veut inférer le meilleur des modèles qui va être compatible avec ces observations. Ici, on a un problème, c'est que
On ne peut plus utiliser la taille de l'automate comme critère de simplicité, puisque l'automate avec un seul état qui accepte tout le monde va reconnaître tous les langages, il va reconnaître tout le monde et il est de taille minimale. Donc il nous faut quelque chose d'autre que la taille de l'automate comme critère de complexité. Le deuxième problème, c'est Gold a montré en 67 que en fait, ce problème, il n'est pas possible. Donc, il n'est pas possible si on a une classe de langage qui contient tous les langages finis et au moins un langage infini. Donc là, c'est le cas dans le cas général. Et si on a ça, on ne peut pas inférer correctement un automate à partir d'exemples seulement positifs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir quand même résoudre ce problème? Donc, l'idée, on va avoir deux idées pour régler chacun des deux problèmes. La première idée, c'est de minimiser non pas la taille de l'automate, mais ça va être de minimiser la taille des langages reconnus. Donc, on va chercher un langage minimal par inclusion des langages. Donc, il est minimal tel qu'il n'existe pas un autre automate qui soit strictement plus petit en termes de langage reconnu. La deuxième idée, c'est pour fixer le problème d'impossibilité. Gold, ça va être de fixer le nombre maximal d'états. Donc, c'est assez fort comme contrainte, mais on n'a pas le choix. Donc ici, on suppose que l'utilisateur est capable de dire je veux trouver un protocole de communication qui n'utilise pas plus de 10 états. Donc le 10 est fixé, et après on va chercher là-dedans qu'est-ce qu'on peut faire, le mieux qu'on puisse faire avec le nombre d'états qu'on a à notre disposition. Et on va voir à la fin de cette partie-là qu'en fait, on va avoir des bons résultats, même si on donne des valeurs inférieures à la vraie borne du protocole de communication. Alors, quelques définitions. Donc, on va dire une N-conjecture, c'est tout simplement un automate qui est valide, c'est-à-dire qui reconnaît bien le jeu de données d'apprentissage. Ce qu'on veut chercher, ça va être le simplest, le plus simple, qui va être donc une N-conjecture qui est minimale par inclusion de langage. Donc, il n'existe pas d'autres N-conjectures qui soient strictement inclus en termes de langage. Donc, la problématique, c'est on veut inférer ce truc-là, donc on veut inférer une conjecture qui soit la plus simple. Alors, la méthode pour faire ça, elle n'est pas très compliquée, mais elle réutilise les résultats d'inférence d'automates qui utilisent des solvers de contraintes. Donc, l'idée, c'est la suivante. Ça va être une N-conjecture. C'est un automate qui est consistant avec les jeux d'observation. Et A', ça va être inféré grâce à l'algorithme d'inférence d'automate. Et on va rajouter des contraintes de mots qui doivent être acceptés et de mots qui ne doivent pas être acceptés. Et on va vérifier à chaque fois si A' permet de trouver un A qui soit mieux que le précédent. Alors, initialement, on n'a aucune contrainte. Et on va rajouter les contraintes petit à petit. Et suivant le résultat trouvé pour A', on va être dans l'un des trois cas suivants. Donc, le premier cas, c'est si A', en fait, n'est pas consistant avec le jeu de données d'apprentissage. S'il n'est pas consistant, on va récupérer une trace qui doit être acceptée et qui ne l'est pas pour le moment, et on va rajouter comme contrainte en disant cette trace-là, elle doit être acceptée. Donc, au bout d'un moment, on va forcément tomber sur un automate qui va reconnaître l'ensemble des traces à accepter. Et le deuxième cas, c'est donc, OK, on a bien un langage qui reconnaît nos exemples positifs, mais par contre, il ne permet pas d'améliorer A. Donc, il n'est pas strictement inclus dans A'. Il n'est pas strictement inclus dans A, pardon. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il existe un mot qui est dans A', mais qui n'est pas dans A. Donc, on va prendre ce mot-là et on va dire, ce mot-là, on ne veut pas qu'il soit accepté. On continue. Le dernier cas, on a trouvé effectivement un automate qui permet de reconnaître tous les mots positifs et qui est inclus dans A. Dans ce cas-là, on met à jour, on a trouvé une meilleure solution. On a amélioré notre A, donc on remplace le A et on exclut la solution A pour pas qu'elle soit retrouvée par la suite. Donc ça, c'est l'algorithme. Donc sur un exemple, ça donnerait ça. Donc au début, j'ai mon A qui reconnaît tout le monde, mon A' qui reconnaît personne. Et donc là, je suis dans le premier cas, mon A' n'est pas consistant avec S+ qui est en haut. Donc il faut au moins dire que A doit être accepté. On donne ça à Solver, il nous propose cet automate qui est ici, qui n'est toujours pas bon parce qu'il ne reconnaît pas la trace B, donc on dit que B doit être accepté. On obtient ça, ça c'est bon, donc on l'élimine. Ensuite, on a cet automate-là qui n'est pas bon parce que AA doit être accepté. Donc, on rajoute la contrainte que AA doit être accepté. Là, on obtient effectivement quelque chose qui est bon. Donc, A' inclut bien tous les mots qui sont là-dedans. Il est strictement inclus dans A. Donc, on va le remplacer. On a amélioré A et on continue. Donc, on a trouvé une autre solution qui améliore, donc on rajoute. Une solution, celle-là, elle n'est pas bonne parce qu'il manque BB. Donc, on dit BB doit faire partie des traces à accepter.
cette solution-là qui n'est pas inclue dans A. Donc, comme elle n'est pas inclue dans A, on va récupérer un des mots qui fait partie de la prime n'est pas dans A et on va dire que on ne doit pas accepter cette trace-là. Et ça y est, on a trouvé, il n'existe plus d'automate, on a trouvé une conjecture la plus simple. Donc ça, c'est l'idée de l'algorithme. On va voir ce que ça donne en pratique sur notre fameux exemple. Donc l'idée, c'est on prend cet exemple-là et on va générer les traces. Et on va seulement en générer 50. C'est très peu de traces. Si vous vous souvenez par rapport à RPNI qui avait besoin de 1000 traces pour trouver des choses convenables. Ici, on utilise seulement 50 traces et on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec seulement 50 traces qui ont été générées de manière aléatoire. Donc, si vous vous rappelez, il faut fixer le n qu'on va essayer pour différentes valeurs de n. Donc, pour n égale à 1, alors on n'a rien de surprenant, on a un seul état et on peut faire toutes les actions possibles qu'on a déjà vues. Pour n égale à 2, ça commence à devenir un peu plus intéressant. On représente le protocole en disant, à partir de l'état initial, on peut faire des justify, des requêtes, des challenges, des veto, tout ça en boucle. Et au bout d'un moment, on conclut avec soit A qui se rétracte, soit B qui accepte, soit B qui refuse. On a une simplification qui semble être assez bonne du protocole. N égale 3, ça se raffine un peu plus. On doit commencer avec A qui fait une requête. Ensuite, dans ce nœud-là, on a une série de A justify et B challenge. Et B peut aussi faire un veto, quel cas A doit faire une requête. Et pareil, à la fin, ça se termine par A rétracte, B accepte ou B refuse. On voit que ça commence à se raffiner. N égale 4. Là, ça se raffine pas mal. On a Q0, donc l'état initial, A peut faire une requête. Donc Q2, c'est à B de répondre. Donc B, soit il fait un veto, quel cas A doit refaire une requête, soit il accepte ou il refuse, soit il fait un challenge, et dans ce cas-là, A a le choix entre soit se justifier, soit se rétracter. On voit qu'on a quelque chose qui a l'air de pas mal bien représenter notre protocole de communication de manière simplifiée. Pour n égale 5, on trouve la même réponse. Pour n égale 6, on a quasiment notre protocole de communication. Il y a juste une petite subtilité qui n'apparaît pas. Et il faut vraiment regarder en détail pour voir c'est quoi la subtilité. Et pour n égale 7, qui correspond au nom d'état de notre protocole de communication, on retrouve effectivement le même automate. Et en plus, on peut garantir que la solution est unique. Donc, on est capable de savoir s'il existe une autre solution, une autre simplesse conjecture. Et là, on est capable de dire qu'avec seulement 50 traces, on trouve l'automate et il est unique. C'est quand même intéressant comme résultat. Donc, les arbres de décision, l'inférence d'arbres de décision. Donc, ça, on va pas, j'ai pas le temps de vous le présenter. Je vais juste vous présenter les résultats obtenus. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'effectivement, le fait d'inférer des arbres de décision optimaux, c'est-à-dire des arbres de décision de profondeur minimale et avec un minimum d'état qui soit consistant avec les jeux de données, ça permet de trouver des modèles qui sont de meilleure qualité que utiliser les approches classiques comme l'algorithme C4.5. Donc, pour vous montrer ça, le protocole de test que j'ai effectué, c'est le suivant. C'est je vais générer des arbres de décision de manière aléatoire qui vont avoir 10 attributs de classe et de profondeur 5, donc j'en génère. Et je me sers de ces arbres-là pour générer aléatoirement des jeux de données. Je les classe en fonction des arbres de décision. Et comme ça, je peux gérer le nombre d'exemples que j'ai dans mes jeux d'apprentissage. Je vais comparer l'algorithme classique C4.5, probablement le plus connu pour inférer des arbres de décision, par rapport à deux versions d'un algorithme que j'avais implémenté, qui utilise des SAT solvers. On peut faire ça avec d'autres techniques. Il existe des techniques qui utilisent de la programmation linéaire, du branch and bound. Donc, il existe plusieurs techniques pour inférer des arbres de décision optimaux. Donc, on va comparer les résultats entre ces deux façons de faire en termes de qualité. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les pointillés. Donc, là, les courbes pointillés, ça correspond au pourcentage de fois où on a été capable de retrouver le bon arbre de décision en fonction du nombre de traces qu'on lui a donné. En pointillé noir, on a le fameux algorithme C4.5 ou son implémentation J48. Et on voit qu'il a besoin de plusieurs milliers de traces. Et même avec 3000 exemples, il n'est pas capable à tous les coups de retrouver les arbres de décision. Alors que les méthodes exactes, donc en vert ou en rouge, suivant si on minimise que la profondeur ou si on minimise aussi le nombre de feuilles, permet avec beaucoup moins d'exemples de retrouver
l'arbre de décision qui a permis de générer les traces. Et donc là, ça montre, c'est aussi dans le cadre de la classification, de s'intéresser à un modèle optimal qui serait le plus petit, consistant avec les observations. Ça permet d'obtenir des modèles qui sont de meilleure qualité que d'utiliser des heuristiques. Lorsqu'on n'a pas beaucoup, lorsque le modèle inféré est relativement petit, le temps reste raisonnable. Évidemment, comme c'est des problèmes NP complets, si on essaie d'inférer des arbres de décision de profondeur très grande, on ne va pas y arriver. Donc, ça marche pour des petits modèles. Donc maintenant, je vais vous présenter la dernière partie, qui est la factorisation de matrices booléennes. Donc, la factorisation de matrices, le problème est le suivant. On a une matrice et on veut trouver deux petites matrices qui, lorsqu'on les multiplie entre elles, permettent de retomber sur notre matrice initiale. Donc, voici un exemple avec une factorisation de rang 2. À partir de cette matrice-là, on veut trouver deux matrices de rang 2, donc avec deux colonnes et deux lignes. Parce que quand je fais le produit, je fais ça fois ça, plus ça fois ça, je dois retomber sur quelque chose qui est très proche de la matrice initiale. Donc ça, c'est un problème très connu qui est à la base de beaucoup d'Halloween. Et la façon classique de résoudre ça, une des façons, c'est d'utiliser SVD. Donc ici, c'est ce que j'ai fait, je l'ai appliqué. On a une solution, et on remarque que il n'existe pas de solution de rang 2. Avoir seulement deux dimensions ici, ça ne suffit pas pour retrouver notre matrice initiale. Donc on rapproche. On rapproche plutôt bien, puisqu'à la place de 0, on a 0.11, et à la place des 1, on a 1.1. Donc on est assez proche, mais on n'est pas tout à fait dessus. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème ici qu'on peut remarquer, c'est une mauvaise interprétabilité. Donc, la factorisation de matrice est beaucoup utilisée dans les systèmes de recommandation. L'idée, c'est de se dire, sur chaque ligne, je mets des utilisateurs. Sur chaque colonne, j'ai des items, donc ici des films. Et à l'intersection, ça me dit si, là, par exemple, est-ce que Bob a aimé Shrek? Et apparemment, il a aimé. Et l'idée, c'est de se dire, je prends cette matrice-là, je trouve deux matrices qui permettent de la factoriser. Et ça va permettre de compléter ma matrice et donc de faire de la recommandation. L'idée, normalement, derrière cette factorisation, c'est de se dire, ici, ça représente en gros des groupes. Un groupe 1, un groupe 2. Et la valeur qu'il y a dedans, ça me dit si Alice appartient au groupe 1 ou plutôt au groupe 2. Donc, c'est ça l'intuition qui se cache derrière. Mais en pratique, ça ne marche pas très, très bien. Parce qu'on s'attendrait à ce que si j'ai deux films qui sont très proches, j'ai des vecteurs qui soient très, très proches. Et en pratique, ce n'est pas le cas. Donc, on a une mauvaise interprétabilité avec de la factorisation de matrices classique. Donc, l'idée, ça serait de se dire, on va remplacer nos matrices par des matrices booléennes. Et le produit, ça va être un produit booléen. Donc, le produit booléen, c'est comme tout à l'heure. On fait le produit classique, sauf qu'on remplace le plus par un ou et le fois par un et. Donc, si je reprends mon exemple, pour avoir un 1 ici, il faut que A00 vale 1 et B00 vale 1, ou alors que B10 vale 1 et que A01 vale 1. Et donc, je fais le produit ça et ça, ou ça et ça. Donc, cette fois-ci, si j'essaie de factoriser ça avec une factorisation de matrice booléenne, il va exister une solution exacte de rang 2. On est capable de trouver une solution exacte. Et on a une bonne interprétabilité. Donc là, on voit bien nos groupes. On a bien le groupe bleu sur la première dimension, en rouge sur la deuxième dimension, et on voit que Alice appartient au groupe 2, Bob appartient aux deux groupes, Charles appartient à ce groupe-là. Donc là, on a une bonne interprétabilité de notre résultat. Donc le résultat que je vais vous présenter, c'est un résultat que j'ai présenté cette année avec Roger Villemer. On va essayer de trouver des factorisations de matrices booléennes. Donc c'est aussi un problème NP. Alors on va commencer par encoder ça en SAT, en backsat. Donc c'est pas très compliqué. L'idée c'est la suivante. Chaque fois que dans la matrice j'ai un 0, si j'ai nij qui vaut 0, je vais générer les contraintes pour pouvoir les contraintes. Donc l'idée c'est que je génère toutes les contraintes de telle sorte qu'en résolvant toutes ces contraintes-là, je trouve les valeurs à A et B, telles que quand je fais le produit des deux matrices, je retombe sur la matrice. Donc quand j'ai un 0, la contrainte que je vais dire, c'est que je sais que A00 ou B02 soit faux. Okay,
que lui valent 0, je ne peux pas avoir E2 qui soit vrai. J'ai forcément l'un des deux qui est faux. Et je fais ça pour toutes les dimensions. Donc ici aussi, j'ai une des deux valeurs ici qui est fausse. Et lorsque j'ai un MIJ qui est vrai, ben c'est presque pareil. Soit c'est vrai parce que ces deux valeurs-là, A et B, sont vraies, ou alors parce que les deux autres valeurs sont vraies. Donc on peut transformer ça en CNF pour pouvoir donner ça à solver. Donc l'idée, c'est juste, je rajoute une variable supplémentaire, IJ, qui me dit, ça c'est vrai si la case IJ est vraie grâce à la dimension L. Ça veut dire que si c'est vrai grâce à la dimension L, j'ai ils sont vrais sur la dimension L. Donc on peut faire ça, on donne ça, on rajoute aussi, pardon, on peut rajouter des contraintes de la symétrie. Donc c'est juste une astuce pour réduire le nombre de solutions. Donc l'idée c'est de trier, forcer à ce que chaque ligne soit triée, ça permet de restreindre et d'aller plus vite. Donc si on donne ça à un solver, effectivement, donc ça marche pour des petites matrices. Donc ça c'est sur un jeu de données ZO, donc c'est très petit, juste de 101 par 28. On donne ça et on trouve des solutions. C'est à peu près les tailles de matrices maximum qu'on peut utiliser. Donc ça marche, mais pour des petites matrices. Et on peut noter que un truc intéressant ici, c'est qu'ici, on a utilisé beaucoup de temps pour trouver cette solution-là. Ici, on a utilisé pas beaucoup de temps. Ce qui se cache, en fait, c'est que pour des tailles de factorisation inférieure à 25, il n'existe pas de solution. Donc, le solver va chercher à trouver une solution, il ne va pas y arriver. Et pour prouver qu'il n'en existe pas, il va passer beaucoup de temps. Par contre, lorsqu'il existe une solution pour k égale 25, il trouve la solution relativement rapidement et il nous dit, voilà, j'ai réussi à trouver une solution pour faire une factorisation exacte. En fait, avec cet exemple-là, on s'aperçoit que ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément une factorisation exacte, mais ça serait une factorisation qui minimise le nombre d'erreurs. Par exemple, si je fixe k égale à 10, je veux qu'il me trouve une factorisation qui va minimiser le nombre d'erreurs qu'il fait lorsqu'il fait la factorisation. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, pour faire ça, ce n'est pas très compliqué. Plutôt que d'utiliser des solvers SAT, on utilise des solvers MaxSAT qui vont chercher à maximiser le nombre de... à trouver une solution qui maximise ce truc-là. Donc, on rajoute des variables supplémentaires ici, C et J, qui permettent de désactiver la contrainte de ce truc-là. Oui. Le nombre d'erreurs qu'on minimise, c'est le nombre de coefficients dans la matrice constituée qui ne sont pas les bons. Donc, ce qu'on va minimiser, donc, ce qu'on voit, c'est si on met à faux le CIJ, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte la contrainte associée à des éléments de la matrice. Donc, ça veut dire que ce qu'on maximise ici, c'est le nombre d'éléments qu'on va satisfaire, donc le nombre d'éléments bien classés. Donc, on veut maximiser le nombre d'éléments bien classés. C'est ça ce qu'on donne sur l'objet. C'est immédiat, on fait cette modification, et le résultat, ça ne marche pas. Alors, ça marche pour k égale à 1, ça c'est lent. Pour k égale à 2, on peut laisser plusieurs heures, on ne va pas trouver de résultat, ça ne passe pas du tout à l'échelle. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on veut faire pour faire passer ça à l'échelle. Et l'idée, ça va être de s'intéresser à un point un petit peu différent. Ça va être la factorisation. Donc, l'idée, c'est de trouver une factorisation qui ne se trompe pas sur les zéros. Donc, s'il y a un 0, donc, pour tous les zéros sur j'ai aussi un 0 sur la matrice. Ce que je cherche à faire, c'est maximiser le nombre de 1 que je cours sur les zéros. Et le but du jeu, ça va être de trouver un undercover maximal, c'est-à-dire qui ne se trompe pas sur les zéros et qui va essayer de couvrir un maximum de 1. Je modifie légèrement le problème. L'avantage de ça, c'est que premièrement, ça va être plus simple. Les formules vont être un petit peu plus simples. Et surtout, je vais pouvoir utiliser une approche itérative. L'idée, c'est j'essaie de couvrir un maximum de 1 avec une première dimension, puis après un peu plus, et comme ça, je peux décomposer en plusieurs factorisations de rang K plutôt que d'essayer de tout faire en un seul coup. Ok, donc on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut faire undercover. Donc au niveau de la formulation, c'est beaucoup plus simple. On ne veut pas se tromper sur les zéros, on désactive le fait qu'on puisse se tromper sur les zéros. Donc forcément, on veut satisfaire cette contrainte-là pour ne pas se tromper sur les zéros. Sur les 1, on peut se tromper si jamais on désactive avec CIJ, mais ça, on paye un coût. Et ce qu'on obtient, c'est que c'est un petit peu plus rapide. On gagne un ordre de facteur. On peut pousser à k égale à 3, mais bon, ce n'est pas encore idéal. On aimerait faire encore mieux que ça. Donc l'idée pour faire un peu mieux que ça, donc pour présenter ça, je vais vous expliquer rapidement comment marchent les solvers MaxSAT, pour voir pourquoi est-ce que ça prend du temps.
Donc, les solvers MaxSat, ils prennent en entrée une formule SAT et un ensemble de soft clauses, et on veut essayer de maximiser le nombre de clauses de la donne qui sont satisfaites. Donc, l'idée, c'est de se dire, je prends tout ça, je donne un solver SAT pour satisfaire les contraintes, mais aussi les soft clauses, pour essayer de satisfaire tout le monde. Évidemment, si c'est satisfait, on est content, puisqu'on a trouvé une solution optimale. C'est souvent pas le cas, et donc quand c'est pas le cas, on demande au solver SAT de nous retourner un sous-ensemble de soft clauses qui ne peuvent pas toutes être satisfaites. À partir de cette sous-ensemble-là, on sait que forcément, elles ne peuvent pas toutes être satisfaites, donc on va faire une erreur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retire toutes ces clauses soft de S, puisqu'on n'arrive pas à toutes les satisfaire, donc on les enlève. On va assumer de faire un coup de 1, on se trompe une fois, ok, on assume le coup. Et à la place, on met une contrainte pour dire, dans cet ensemble de contraintes C, je veux tous les satisfaire sauf 1. Donc je relâche un petit peu, juste de 1, et je fais ça en boucle jusqu'à trouver une solution. Et là, on remarque que si le coût est grand, ça implique de devoir faire beaucoup de tours de boucle. Et à chaque fois que je fais un tour de boucle, je fais appel à un solver SAT, et ça, c'est coûteux. Donc l'idée de l'optimisation, ça va être de ne pas commencer avec un coût qui est égal à 0, mais d'utiliser la connaissance du domaine pour essayer de trouver des unsat core rapidement. Alors, la connaissance du domaine qu'on connaît ici, c'est le cas suivant. Si on est dans cette situation-là, on essaye de trouver une factorisation de rang 1. Si je veux satisfaire ici le 1, il faut que je mette ces deux 1 là. Si je veux satisfaire ce 1 là, le couvrir, il faut aussi un 1 là et un 1 là-bas. Et enfin, si j'ai ça, j'en pointe, puisque avec un 1 ici et un 1 ici, si je fais le produit, je n'obtiens pas 0, mais j'obtiens 1 et je ne peux pas me tromper sur les 0. C'est ça l'idée qu'on utilise et qu'on généralise. Donc l'idée, c'est qu'on va chercher un ensemble de cases qui ont des 1 et qui sont 2 à 2 incompatibles. Ici, on a ça. Si on a ça, on sait qu'on peut en couvrir au maximum K si on fait une factorisation de rang K. C'est ça qu'on utilise et c'est ça. Donc on va chercher tous ces ensembles de 1, 2 à 2 incompatibles. On les enlève des contraintes. On rajoute la contrainte de dire je veux en satisfaire que K, parce que je sais que je ne peux pas en faire plus. Et j'assume le coût, que je sais que dans tous les cas, il faut que je le fasse, de la taille de mon ensemble moins K. Et grâce à ça, ça permet d'améliorer pas mal le temps de calcul. Donc ici, c'est la nouvelle courbe. On améliore de plusieurs ordres de grandeur. Et surtout pour K égale à 1. Donc on voit que quand K égale à 1, on est assez rapide. Et c'est donc ça qu'on va utiliser. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ce résultat-là pour faire des factorisations de manière efficace? Donc l'idée, c'est de remarquer qu'une factorisation de rang K, ça correspond à faire l'union de factorisation de rang 1. Et ces factorisations de rang 1, on a vu qu'on peut les faire efficacement pour trouver l'optimal. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc ici, on définit bloc optimal en disant je suis bloc optimal si, étant donné une solution, je ne peux pas améliorer localement juste une seule de ces solutions pour améliorer ma solution globale. Donc quand je suis dans cet état d'optimal local, on peut montrer qu'on obtient des résultats de bonne qualité. On peut garantir qu'on ait une demi-approximation. En fait, on peut faire même un peu mieux. Si on fait un algorithme qu'on appelle OptiBlock, c'est-à-dire on commence par essayer de couvrir un maximum de 1, on enlève les 1, puis je fais ça itérativement pour couvrir à chaque fois un maximum de 1. Ça, c'est une 0,632 approximation. Ça, c'est le résultat théorique, mais en pratique, ça marche aussi plutôt bien. Donc, on se compare par rapport au ensemble d'outils de la littérature qui font des factorisations de matrices booléennes. Donc, nous, ici, on a la contrainte qu'on n'a pas le droit de se tromper sur les zéros. Donc, on est plus contraint que les autres outils. Les autres outils n'ont pas tous cette contrainte. Donc, il y en a qui acceptent de se tromper sur les zéros et donc potentiellement d'obtenir des meilleurs résultats. Et malgré cela, on obtient quand même des résultats de meilleure qualité. Donc, sur les 75 cas qu'on étudie, donc 46 cas, on trouve la meilleure des solutions. Et le temps utilisé, il est plus long que les autres algorithmes. Il reste quand même assez raisonnable. Et on va voir qu'on peut diminuer encore ce temps-là. Donc, l'idée pour diminuer encore ce temps-là, c'est d'initialiser notre matrice. Là, actuellement, on cherche, pour la matrice initiale, on cherche à couvrir un maximum de 1, on fait ça itérativement. L'idée, c'est de commencer avec une solution rapide, donc un premier coup pour avoir une solution, puis après d'optimiser localement. Donc, pour l'initialiser rapidement,
Il y a cet algorithme-là qui réutilise les résultats qu'on a utilisés, peut être appliqué. Si on choisit un 1 à couvrir, on va prendre a priori un 1 qui a beaucoup de 1 sur les lignes et des problèmes. Et on va juste supposer que on veut trouver une undercover optimale de rang 1 qui utilise ce 1-là. Le fait de fixer ce 1-là va diminuer le temps de calcul drastiquement. L'idée, c'est que si je couvre ce 1-là, comme je ne peux pas me tromper sur les zéros, je ne peux pas me tromper ici, donc forcément, ça implique d'avoir des zéros ici. Et si j'ai des zéros ici, ça veut dire que tout ce qui est en gris ici, je ne peux pas les couvrir, donc je peux l'enlever. Je n'ai pas besoin de le considérer pour chercher une solution. Donc virtuellement, j'ai diminué drastiquement la taille de ma matrice. Et maintenant, là-dessus, je peux appliquer mon algorithme de chercher un optimal pour couvrir ce truc-là. Quand je trouve la solution, ça me donne ma solution pour la matrice en entière. Et je fais ça autant de cas que je veux. Donc si je fais une factorisation de rang 3, je fais ça 3 fois. Une fois que j'ai ça, ensuite, éventuellement, je peux appliquer mon algorithme pour l'améliorer localement. Je passe une des dimensions et je cherche à voir si je peux l'améliorer localement et je fais ça pour toutes les dimensions. Donc, ce que l'on obtient, alors fast undercover, c'est juste l'initialisation. Je ne cherche pas après à l'optimiser et on voit que juste fast undercover, déjà, il donne des résultats à peu près équivalents à un certain nombre d'outils de la littérature. Il est très rapide. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si à partir de fast undercover, après j'optimise localement, donc ça correspond à OptiBlock star. Là, ce qui est surprenant, c'est qu'on fait même mieux que tout à l'heure. Le fait d'initialiser puis après optimiser, on obtient de meilleurs résultats. Et évidemment, le temps de calcul est diminué et on fait même plus rapide que beaucoup d'algorithmes de la littérature. On donne des meilleurs résultats. Donc ça clôt la troisième partie. Et donc, ça montre que le fait de chercher des optimales permet ici aussi de des réponses de meilleure qualité. Je vais conclure. Donc, ce qu'on a vu, on a vu que l'utilisation des solvers SAT permet d'inférer efficacement des automates et des arbres de décision optimaux. Et on a vu que l'utilisation des solvers MaxSat peut aussi être utilisée pour faire de la factorisation de matrices booléennes de bonne qualité. Et ce qu'il y a à retenir de cette présentation, c'est que l'utilisation de solvers, donc SAT, MaxSat, programmation linéaire, ou ce genre de solvers qui fonctionnent très très bien sur des problèmes NP complets, permettent d'ouvrir la porte à l'inférence de modèles optimaux. Et ces modèles optimaux, ils prouvent que ça donne des bons résultats lorsqu'on a peu de données. Donc, c'est une bonne approche complémentaire aux heuristiques existants. Quand on n'a pas beaucoup de données, ça vaut le coup d'essayer de chercher des approches exactes pour obtenir des modèles de bonne qualité dans le cas où les heuristiques ne marchent pas. Ma présentation. Merci. J'ai une question pour les automates. Les premières expériences où il y avait, avec RNLI, on faisait la quantification du temps que ça prenait pour 10 000, on générait 10 000 mots par automate. C'était pour des automates de taille avec 5 états. C'était pour combien d'automates, ça? Un seul automate de taille Un seul automate. Okay. Après, je fais la moyenne. J'en ai fait plein. J'ai pris la moyenne pour tracer cette courbe-là. Mais ce qui est affiché, c'est le temps moyen pour inférer un automate avec 5 états. Mais j'imagine que ça doit varier aussi en fonction, pas seulement du nombre d'états, mais de la complexité des... Oui. Ça change. Okay. Il y a des types d'automates qui sont assez complexes. Typiquement, ceux qu'il faut aller loin. Et dès qu'on se rend en début, il faut ce type d'automate-là, ça demande plus de temps. Et même ces automates-là, là, je n'ai pas les courbes sous les yeux, mais on peut les inférer assez rapidement avec des approches exactes. Ça marche assez bien aussi. Évidemment, c'est plus long. Il existe des données qui comparent la performance de cette approche avec des approches heuristiques qu'elle pourrait complémenter, ou une comparaison qui montre quand est-ce que ça s'applique mieux ou... Et je compare avec des techniques par ensemble, des forêts aléatoires. Effectivement, souvent, on se compare par rapport à des outils qui ont inféré qu'un seul modèle et pas des ensembles de modèles.
En pratique, les approches de bagging fonctionnent assez bien. Fonctionnent bien. Ça, finalement, après, c'est une alternative, c'est pas nécessairement meilleur. Donc ça, c'est toujours meilleur si on veut un seul modèle. Si on veut inférer un seul modèle unique pour augmenter les données, on va toujours trouver quelque chose un modèle qui est mieux qu'un seul modèle unique qui aurait utilisé une heuristique. Les heuristiques, ils ont l'avantage qu'ils tournent vite. Donc, si on a beaucoup de données, autant utiliser une heuristique, surtout qu'on sait que si on a suffisamment de données, le résultat va être bon. Par contre, si on n'a pas beaucoup de données, c'est là où ça vaut le coup d'essayer de trouver l'optimal. J'ai une question. Et si on est dans un contexte, par exemple, avec les arbres, où avec un arbre, on ne peut pas forcément trouver de solution optimale, est-ce que ces méthodes exactes, on peut quand même les utiliser, ça donnerait des résultats intéressants? Si on sait qu'on ne peut pas modéliser parfaitement la réalité, par exemple, avec notre ensemble d'entraînement avec un arbre, est-ce que dans ce cas-là, il faut mieux utiliser C4 ou est-ce que les méthodes exactes peuvent quand même être utiles? Donc là, ce que j'ai présenté, c'était plutôt, au moins pour les deux premières parties, si on cherchait dans le cas des arbres, on cherchait un arbre qui soit complètement consistant avec le jeu de mots. Les d'autres formulations, justement, qui sont intéressées à trouver des arbres de décision optimaux. Et ce qu'ils vont optimiser, c'est qu'ils fixent la taille de l'arbre et ils vont chercher à commettre le moins d'erreurs. Ok. On peut aussi les adapter. Donc, les méthodes exactes, ça marche aussi, même quand. Okay. Et les approches qui marchent le mieux dans ce cas-là, c'est les approches de Branch and Bound, qui vont faire des élagages de manière intelligente. Pour arriver donc on fixe la profondeur maximale et on dit je veux l'arbre qui minimise le nombre d'erreurs. Et ça marche assez bien sur des arbres assez profonds, quelques dizaines de profondeurs. Le nombre d'éléments aussi, ça peut être assez conséquent. Ce qui est coûteux, c'est le nombre de features. Si on a beaucoup de features, c'est ça qui est coûteux. Je me demandais avec l'algorithme de factorisation de matrice booléenne, c'est des approximations que tu cherches. Alors au début, c'était pas une... Je vais afficher. On peut mettre là avec les résultats. Donc, on a essayé les trois. Au début, on a fait un encodage max et maxat. Et SAT, ça, c'est pas des approximations. On veut la meilleure des matrices. Donc, si c'est SAT, on veut une factorisation exacte, donc on ne fait pas d'erreur. Si c'est maxat, on veut une factorisation qui va minimiser le nombre d'erreurs. Ça, on trouve des solutions, mais que pour vraiment des petites matrices. Ça a du mal à passer à l'échelle, mais on trouve quand même des résultats. Par la suite, on relâche un peu, plutôt que d'essayer de trouver une solution optimale pour pouvoir passer à l'échelle. Là, on relâche. Et en fait, on relâche en rajoutant la contrainte supplémentaire de dire qu'on ne veut pas se tromper sur les zéros. On peut se tromper sur les 1, je peux ne pas courir tous les 1, mais je ne vais pas me tromper sur les 0. Et là, on a proposé donc, une méthode qui va trouver l'optimal. Pas trop à l'échelle, mais qui passe moyennement à l'échelle, mais qui marche quand même un peu. Donc, elle est là. Donc, ça fait mieux que ça permet de faire un petit peu mieux, surtout après qu'on le fait avec l'optimisation. Elle est ici. Donc, on arrive à peu près à le faire. C'est la courbe ici. Ça passe un petit peu à l'échelle, une petite matrice. Et si on veut passer à des grandes matrices, c'est là où on fait une approximation assez grosse, où ce qu'on fait, c'est qu'on va découper en disant je vais faire plein de matrices de rang 1, et je fais l'union de tout ça, et ça, c'est ma solution. Évidemment, en faisant ça, on perd l'optimalité, mais on peut quand même garantir qu'on n'est pas trop loin, donc le facteur d'approximation, le 0,6, quelque chose. On garantit qu'on n'est pas trop loin de l'optimal, mais on n'y est pas dessus pour des grosses matrices. C'est ça, la question en fait était est-ce que tu as une statistique sur combien de fois vous allez tomber sur l'optimal? Parce que... En générant nous-mêmes les données, c'est ça, je pars d'une solution que je connais, je génère les données, je vois en pratique à combien je suis. C'est une bonne question, on n'a pas fait, on s'est contenté du facteur d'approximation, donc on garantit ça, on peut le garantir. En pratique, effectivement, ça vaudrait le coup de voir à combien est-ce qu'on est. Mais j'imagine que dès qu'on accepte les erreurs, la solution optimale, la factorisation optimale n'est pas nécessairement unique non plus. Au sens où on va avoir plusieurs factorisations. Oui, il peut y avoir plusieurs optimales possibles. Je fais des switches entre les colonnes, mais ça, à la limite, tu peux le tester, ça.
C'est quoi, pardon? Tester si par hasard la solution que tu as aujourd'hui, elle est optimale par rapport à un critère qui est discret. Donc, le nombre de possibilités n'est pas si grand. Tu peux voir si ça, c'est une solution exacte ou non. Ah, oui, oui. Pour les petits exemples, pour les petits exemples, je peux les tester directement. Ça, effectivement. Et pour les grands exemples, en cas, il faut prendre le premier envers, générer les données telles qu'on connaît la solution pour pouvoir vérifier. Mais c'était ça, là. Je pense que le réagissait par rapport à ça, c'est que si tu connais une solution, mais est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Donc, comment savoir si ta solution ne répond pas à ce que tu avais pré-généré, mais elle est quand même, Qui est encore meilleure que celle que je pensais, c'est ça? non, qui est optimale, tout simplement. Si tu Ok, je vois. n'as pas obtenu ce que tu avais déjà utilisé pour générer tes données, mais c'est quand même une solution optimale. Oui, oui. Soit meilleure que la solution que j'ai utilisée. Possiblement, on doit pouvoir s'en sortir en choisissant de manière intelligente les données. Je pense qu'il doit y avoir moyen de garantir qu'il n'existe pas un optimal qui soit meilleur. Je connais un peu, mais je pense que ça va pouvoir se faire. Donc effectivement, il ne faut pas générer de manière aléatoire, parce que sinon, peut-être qu'il existe une meilleure solution que celle qu'on a utilisée. En les générant de manière aléatoire, de manière intelligente, je pense qu'on va pouvoir garantir. C'est intéressant, ta caractéristique là que tu dis, je ne peux pas me tromper sur les données, sur les zéros, donc tu fixes les zéros en quelque sorte, puis après tu dis, ben, je maximise le nombre de A qui sont bien positionnés. C'est ça que, Alors l'idée derrière ça, intuitivement, tu devais pouvoir, en fait, oui. Et l'idée de ça, c'est que j'ai vers la solution. si je me trompe sur un 0, si je me trompe sur un 0 et que du coup ça fait un 1, je ne peux pas rajouter des choses pour corriger ça. Une fois que je me trompe sur les zéros, si je rajoute en plus des unions, je ne peux pas faire une union inverse, ou alors il faut changer le et par des XOR ou ce genre de choses. Donc, avec un produit de matrice, si je me trompe sur les zéros, le fait de rajouter des dimensions supplémentaires pour essayer de couvrir plus de 1, je ne vais pas pouvoir corriger mon erreur. Ça, l'idée, c'est de se dire, bah, comme je n'arrive pas à corriger mes erreurs sur les zéros, je veux dire que je n'ai pas le droit de faire des erreurs sur les zéros. Comme ça, je peux avoir une approche itérative. Je regarde plus près, là, tu m'as perdu un peu avec le raisonnement parce que tu es dedans, c'est normal. C'est bon. Je vais regarder votre article. C'est intéressant. Ça touche un peu c'est une tangente dans mes préoccupations avec les motifs qui ont aussi des matrices asymétriques. Elles ne sont pas tout à fait booléennes, mais sont asymétriques. C'est aussi intéressant, on peut transformer nos matrices dans des treillis. Il y a des choses, je travaille actuellement là-dessus et il y a des trucs intéressants. On en discute, il y a intéressant. Oui. Oui. Là, ça réveille des neurones chez toi. Comment? Ça réveille des neurones chez toi. Oui, tout à fait. Tu as d'autres questions? C'est bon? Il y a déjà pas mal de questions. Je trouve que c'était intéressant comme discussion. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Merci à toi encore. C'était cool, hein.